Mademoiselle Louise m'a transmis une invitation à déjeuner au château, mardi prochain. La présence de Mademoiselle Chantal me gênait un peu, mais j'allais néanmoins répondre par un refus quand Mademoiselle Louise m'a fait discrètement signe d'accepter. La femme de ménage reviendra mardi au presbytère. Madame la comtesse aura la bonté de la rembourser de sa journée une fois par semaine. J'étais si honteux de l'état de mon linge que j'ai couru ce matin jusqu'à Saint-Vaast pour y faire l'emplette de 3 chemises, de caleçons, de mouchoirs. Bref, les 100 francs de monsieur le curé de Torcy ont à peine suffi à couvrir cette grosse dépense. De plus, je dois donner le repas de midi et une femme qui travaille a besoin d'une nourriture convenable. Heureusement, mon Bordeaux va me rendre service. Je l'ai mis en bouteille hier, il m'a paru un peu trouble, néanmoins il embaume. Les jours passent, qu'ils sont vides. J'arrive encore à bout de ma besogne quotidienne, mais je remets sans cesse au lendemain l'exécution du petit programme que je me suis tracé. Défaut de méthode, évidemment, et que de temps je passe sur les routes. Mon annexe la plus proche est à 3 bons kilomètres, l'autre à 5. Ma bicyclette ne me rend que peu de service, car je ne puis monter les côtes, à jeun surtout, sans d'horribles maux d'estomac. Cette paroisse si petite sur la carte. Quand je pense que telle classe de 20 ou 30 élèves, d'âge et de conditions semblables, soumis à la même discipline, entraînés aux mêmes études, n'est connue du maître qu'au cours du second trimestre. Et encore. Il me semble que ma vie, toutes les forces de ma vie, vont se perdre dans le sable. Mademoiselle Louise assiste maintenant chaque jour à la Sainte Messe, mais elle apparaît et disparaît si vite qu'il m'arrive de ne pas m'apercevoir de sa présence. Sans elle, l'église eût été vide. Rencontré hier Séraphita, en compagnie de monsieur Dumouchel. Le visage de cette petite me semble se transformer de jour en jour. Jadis si changeant, si mobile, je lui trouve maintenant une espèce de fixité, de dureté, bien au-dessus de son âge. Tandis que je lui parlais, elle m'observait avec une attention si gênante que je n'ai pu m'empêcher de rougir. Peut-être devrais-je prévenir ses parents. Mais de quoi ? Sur un papier laissé sans doute intentionnellement dans un des catéchismes et que j'ai trouvé ce matin, une main maladroite avait dessiné une minuscule bonne femme avec cette inscription « La chouchoute de monsieur le curé ». Comme je distribue chaque fois les livres au hasard, inutile de rechercher l'auteur de cette plaisanterie. J'ai beau me dire que ces sortes d'ennuis sont, dans les maisons d'éducation les mieux tenues, monnaie courante, cela ne m'apaise qu'à demi. Un maître peut toujours se confier à son supérieur, prendre date, au lieu qu'ici. Souffrir par les âmes, je me suis répété toute la nuit cette phrase consolante. Mais l'ange n'est pas revenu. Madame Pégrillot est arrivée hier. Elle m'a paru si peu satisfaite des prix fixés par Madame la Comtesse que j'ai cru devoir ajouter 5 francs de ma poche. Il paraît que le vin a été mis en bouteille beaucoup trop tôt, sans les précautions nécessaires, en sorte que je l'ai gâté. J'ai retrouvé la bouteille dans la cuisine, à peine entamée. Évidemment, cette femme a un caractère ingrat et des manières pénibles, mais il faut être juste. Je donne maladroitement, et avec un embarras ridicule qui doit déconcerter les gens. Aussi ai-je rarement l'impression de faire plaisir, probablement parce que je le désire trop. On croit que je donne à regret. Réunion mardi chez le curé d'Ébuterne pour la conférence mensuelle. Sujet traité par monsieur l'abbé Thomas, licencié en histoire, la réforme, ses origines, ses causes. Vraiment, l'état de l'église au XVIe siècle fait frémir. À mesure que le conférencier poursuivait son exposé forcément un peu monotone, j'observais les visages des auditeurs sans y voir autre chose que l'expression d'une curiosité polie, exactement comme si nous nous étions réunis pour entendre lire quelques chapitres de l'histoire des pharaons. Cette indifférence apparente m'eût jadis exaspéré. Je crois maintenant qu'elle est le signe d'une grande foi, peut-être aussi d'un grand orgueil inconscient. Aucun de ces hommes ne saurait croire l'Église en péril pour quelque raison que ce soit. Et certes, ma confiance n'est pas moindre, mais probablement d'une autre espèce. Leur sécurité m'épouvante. Je regrette un peu d'avoir écrit le mot d'orgueil, et cependant je ne puis l'effacer, faute d'en trouver un qui convienne mieux à un sentiment si humain, si concret. Après tout, l'Église n'est pas un idéal à réaliser. Elle existe et ils sont dedans. À l'issue de la conférence, je me suis permis de faire une timide allusion au programme que je me suis tracé. Encore ai-je supprimé la moitié des articles. On n'a pas eu beaucoup de mal à me démontrer que son exécution, même partielle, exigerait des jours de 48 heures et une influence personnelle que je suis loin d'avoir, que je n'aurai peut-être jamais. Heureusement, l'attention s'est détournée de moi et le curé de Limbre, spécialiste en ces matières, a traité supérieurement le problème des caisses rurales et des coopératives agricoles. Je suis rentré assez tristement, sous la pluie. Le peu de vin que j'avais pris me causait d'affreuses douleurs d'estomac. Il est certain que je maigris énormément depuis l'automne, et ma mine doit être de plus en plus mauvaise, car on m'épargne désormais toute réflexion sur ma santé, si les forces allaient me manquer. J'ai beau faire, il m'est difficile de croire que Dieu m'emploiera vraiment à fond, se servira de moi comme les autres.
Je suis chaque jour plus frappé de mon ignorance des détails les plus élémentaires de la vie pratique, que tout le monde semble connaître sans les avoir appris, par une espèce d'intuition. Évidemment, je ne suis pas plus bête que tel ou tel, et à condition de m'en tenir à des formules retenues aisément, je puis donner l'illusion d'avoir compris. Mais ces mots qui pour chacun ont un sens précis, me paraissent au contraire se distinguer à peine entre eux, au point qu'il m'arrive de les employer au hasard, comme un mauvais joueur risque une carte. Au cours de la discussion sur les caisses rurales, j'avais l'impression d'être un enfant fourvoyé dans une conversation de grande personne. Il est probable que mes confrères n'étaient guère plus instruits que moi, en dépit des tracts dont on nous inonde. Mais je suis stupéfait de les voir si vite à l'aise dès qu'on aborde ces sortes de questions. Presque tous sont pauvres et s'y résignent courageusement. Les choses d'argent n'en semblent pas moins exercer sur eux une espèce de fascination. Leurs visages prennent tout de suite un air de gravité et d'assurance qui me décourage, m'impose le silence, presque le respect. Je crains bien de n'être jamais pratique, l'expérience ne me formera pas. Pour un observateur superficiel, je ne me distingue guère des confrères, je suis un paysan comme eux. Mais je descends d'une lignée de très pauvres gens, tâcherons, manœuvres, filles de ferme. Le sens de la propriété nous manque, nous l'avons sûrement perdu au cours des siècles. Sur ce point, mon père ressemblait à mon grand-père, qui ressemblait lui-même à son père mort de faim pendant le terrible hiver de 1854. Une pièce de 20 sous leur brûlait la poche et ils couraient retrouver un camarade pour faire ribote. Mes condisciples du petit séminaire ne s'y trompaient pas. Maman avait beau mettre son meilleur jupon, sa plus belle coiffe, elle avait cet air humble, furtif, ce pauvre sourire des misérables qui élèvent les enfants des autres. S'il ne me manquait encore que le sens de la propriété. Mais je crains de ne pas plus savoir commander que je ne saurais posséder. Ça, c'est plus grave. N'importe, il arrive que des élèves médiocres, mal doués, accèdent au premier rang. Ils n'y brillent jamais, c'est entendu. Je n'ai pas l'ambition de réformer ma nature, je vaincrai mes répugnances, voilà tout. Si je me dois d'abord aux âmes, je ne puis rester ignorant des préoccupations, légitimes en somme, qui tiennent une si grande place dans la vie de mes paroissiens. Notre instituteur, un Parisien pourtant, fait bien des conférences sur les assolements et les engrais. Je m'en vais bûcher ferme toutes ces questions. Il faudra aussi que je réussisse à fonder une société sportive, à l'exemple de la plupart de mes confrères. Nos jeunes gens se passionnent pour le football, la boxe ou le Tour de France. Vais-je leur refuser le plaisir d'en discuter avec moi, sous prétexte que ces sortes de distractions, légitimes aussi certes, ne sont pas de mon goût? Mon état de santé ne m'a pas permis de remplir mon devoir militaire, et il serait ridicule de vouloir partager leur jeu. Mais je puis me tenir au courant, ne serait-ce que par la lecture de la page sportive de l'Écho de Paris, journal que me prête assez régulièrement Monsieur le Comte. Hier soir, ces lignes écrites, je me suis mis à genoux, au pied de mon lit, et j'ai prié notre Seigneur de bénir la résolution que je venais de prendre. L'impression m'est venue tout à coup d'un effondrement des rêves, des espérances, des ambitions de ma jeunesse. Et je me suis couché grelottant de fièvre pour ne m'endormir qu'à l'aube.